Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la délégation Hauts-de-France, je suis heureuse de vous accueillir pour ce webinaire sur la restitution des résultats de notre enquête régionale sur le vécu des familles ayant un proche en EHPAD pendant cette crise sanitaire. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, France Asso Santé, c'est l'Union nationale des associations agréées des usagers du système de santé. Elle rassemble plus de 80 associations au niveau national et 75 pour la délégation Hauts-de-France. Et nous avons pour mission de défendre les droits des usagers, les représenter dans les instances, donner un avis au pouvoir public et former les représentants d'usagers. Depuis le début de la crise sanitaire, France Asso Santé porte son attention sur le maintien de la démocratie en santé, mais aussi à ce que les usagers, les patients, les familles prennent part aux décisions qui les concernent. Et au sein de la délégation Hauts-de-France, on a reçu de nombreux témoignages d'aidants, de familles qui rencontraient des difficultés pour avoir des contacts, des nouvelles de leurs proches en EHPAD. De manière globale, ils nous relataient tous les difficultés et les effets néfastes de l'isolement et du manque de liens pour les personnes âgées dépendantes qui étaient en EHPAD. Et du coup, notre commission interne à France Asso Santé, notre commission personnes âgées, a décidé d'investiguer cette question à travers l'enquête qui va vous être présentée et du coup de donner la parole aux aidants, aux proches, aux familles de résidents d'EHPAD. Cette enquête, c'est une enquête qualitative qui a été faite à partir d'entretiens semi-directifs d'environ 45 minutes, 1 heure. Et de ces entretiens ressortent des éléments concordants qui permettent d'étayer des conclusions, mais aussi de faire des propositions d'action. L'enquête, vous le verrez, ne renie pas les difficultés que les pouvoirs publics, que les établissements, que les directions d'EHPAD ont rencontrées pendant cette période de crise sanitaire. Elle présente simplement le point de vue des familles et il nous paraissait important d'entendre cette voix, ce vécu, pour améliorer les pratiques et les décisions à venir. Donc Clément Bailleul, qui est chargé de mission au sein de la délégation, vous présentera donc les résultats de cette enquête. Vous pourrez bien sûr réagir, poser des questions à partir du chat en ligne et on essaiera de répondre à tout le monde. Après cette enquête, il y aura une table ronde avec différents acteurs de la région qui nous partageront leur expérience, leur vécu de la crise sanitaire en EHPAD. Donc, il y aura d'abord Sylvain Lequeux, directeur de l'offre médico-sociale à l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, Serge Gouns, vice-président de la Fédération hospitalière Hauts-de-France et en charge des questions médico-sociales, Ahmed Egazi, directeur de l'URIOPS Hauts-de-France, Alain de Broca, directeur de l'espace éthique régional, et Pierre-Marie Lebrun, qui est président de France Asso Santé Hauts-de-France. Ce temps d'échange se veut vraiment constructif. Il s'agit d'entendre le point de vue des différents acteurs, le vécu de tout le monde. Et je remercie d'ailleurs tous les intervenants d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Voilà, du coup, je laisse Clément Bailleul présenter les résultats de l'enquête et puis on se retrouve après pour les questions et la table ronde. Merci Aurélie, bonjour à tous. Je vais donc vous partager mon écran. Voilà. Donc, je vais vous restituer l'enquête qualitative menée auprès de proches de résidents en EHPAD dans la région en 2021. Alors, qui sommes-nous? Aurélie Cassaringran vous a déjà en introduction expliqué France Asso Santé Hauts-de-France et sa commission personnes âgées qui est composée de représentants de différentes associations, la FNAR, l'Union régionale des associations familiales, UFC Que Choisir, voilà, etc., etc. Et en fait, l'ensemble des associations qui composent la commission personnes âgées a souhaité que soit réalisée cette enquête qualitative et que puissent être entendus les témoignages de personnes qui souhaitaient s'exprimer à ce sujet.
Pourquoi cette enquête? Donc, entendre la parole de familles qui souhaitaient s'exprimer et puis lui donner un écho. En fait, en décembre 2020, à l'échelle nationale, France Asso Santé avait publié déjà des résultats d'un sondage réalisé par un institut de sondage sur l'impact de la crise Covid-19 sur les usagers en matière de santé. Donc, il y a eu 2000 personnes interrogées. Sur ces 2000 personnes, 335 avaient effectivement un proche résident en EHPAD. Et celles-ci déclaraient que les personnes en EHPAD ont souffert de l'isolement de leurs proches, aussi bien lors du premier confinement que du second, voilà, à 92% et 87%. Partant de ce constat-là, il s'agissait aussi de l'étayer un petit peu au niveau qualitatif et d'autant plus que plusieurs situations avaient été portées à connaissance de France Asso Santé, de notre délégation, via les associations. D'autre part, et à notre connaissance, dans la région, il n'y a pas eu de collectif constitué pour remonter cette voix des familles de résidents d'EHPAD pendant la crise sanitaire. Il nous a semblé que nous avions donc un rôle à jouer dans cette affaire. Alors, l'hypothèse que nous avons posée, c'est que les EHPAD, qui sont des lieux de vie qui ont été durablement et durement impactés par la crise sanitaire. Les règles de restriction qu'on a connues, qui sont allées de l'encadrement à parfois l'interdiction de visite aux résidents, qui ont été décidées par les directions d'établissement, mais en fonction de recommandations qui leur étaient adressées par l'Agence régionale de santé, et puis en fonction des situations locales, que ce soit des résidents ou des personnels contaminés, voire même des clusters, c'est-à-dire plusieurs cas au sein d'un même établissement. L'isolement des personnes que cela a provoqué par rapport à leurs proches, en tout cas c'était notre hypothèse de départ, peut dégrader leur état de santé, questionne particulièrement leur bien-être au cours de leurs dernières années de vie, et puis le respect de leurs droits. Nos objectifs, c'était d'une part de donner la parole aux familles de personnes en EHPAD et puis de la porter politiquement, c'est-à-dire plus précisément alerter les décideurs, notamment les tutelles, l'Agence régionale de santé et les conseils départementaux, mais également l'ensemble des élus et puis les EHPAD eux-mêmes sur les effets délétères remontés par les familles de l'isolement des personnes âgées dépendantes. Et puis, de manière plus générale, nous souhaitons contribuer au débat sur les bénéfices-risques des mesures de confinement ou en tout cas d'isolement de leurs proches, des personnes âgées et des personnes âgées dépendantes. Alors, nous avons donc procédé à une enquête qualitative avec des entretiens par téléphone, au vu de la situation sanitaire aussi, c'est l'entretien par téléphone qui a été choisi, mais c'était des entretiens approfondis et qui ont été menés, ces 13 entretiens, entre le 15 février et le 25 mars 2021. Après un appel à témoignage qui avait été lancé fin janvier 2021, donc il a été assez vite, finalement, nous avons obtenu des personnes qui se sont portées volontaires pour répondre aux questions. L'intention était de donner la parole à des proches de personnes résidant en EHPAD en 2020 ou 2021 dans la région des Hauts-de-France. Donc, l'appel à témoins que nous avons lancé, il a été relayé en fait par les associations membres de la commission personnes âgées de France Asso Santé Hauts-de-France. Nous avons repris contact avec les personnes qui s'étaient manifestées sur ces sujets auprès de nos associations. Et puis, nous avons aussi informé via nos canaux de diffusion habituels auprès de nos représentants d'usagers de cette enquête pour que les personnes de notre réseau puissent également se manifester.
Donc, c'est vraiment un recueil de témoignages qui donne la parole à celles et ceux qui souhaitaient s'exprimer, qui avaient des choses à dire sur ce sujet et qui se sont manifestés volontairement. Voilà, donc je vais vous présenter les principaux résultats et à chaque fois, je vais tenter de les illustrer par quelques citations. J'ai pris une citation par témoin, on va dire, avec des données qui sont présentées avec des noms qui ont été modifiés, hein. On utilise des pseudonymes. Alors, tout d'abord et de manière générale, ce que je peux dire, c'est que les résultats sur ce petit échantillon, en tout cas, il y avait des discours concordants et les personnes interrogées ont déjà toutes fait part d'une forme de détresse vis-à-vis de la situation. Elles ont été soumises à des restrictions et à des interdictions de voir leurs parents ou leurs conjoints, bon, de le toucher, de partager des instants précieux. Alors, il n'y a pas eu de toutes comprenaient la gravité du contexte sanitaire et les nécessaires mesures de protection. Voilà, il y avait pas de discours qui allait à contresens de ça. Par contre, il y avait aussi une forme d'unanimité sur le fait de ne pas comprendre lorsque la rigidité de ces mesures les privait de la relation, que ce soit de parenté ou même de conjugalité. Les personnes qui ont été interrogées ont toutes décrit une application stricte des mesures sanitaires, de limitation des visites à leurs proches, avec un ordre chronologique sur lequel il me semble important de revenir avant d'aller plus loin. Alors d'abord, ça a été l'interdiction des visites lors du premier confinement, avec la mise en place d'outils de communication alternatifs, hein, que ce soit via des tablettes ou même des courriers, des photos qui ont été imprimés et donnés aux personnes résidentes. Voilà. À la suite de ce premier confinement, la mise en place de salles de visite, ce que je vais appeler salles de visite, à partir de l'été 2020 et en fait alors j'ai mis jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à la fin de notre enquête et sa publication en mai 2021. Les règles de visite ont ensuite été disparates de l'été 2020 jusqu'au deuxième confinement, hein, qu'on a connu en novembre 2020, avec pour certains la possibilité d'une visite en chambre et d'autres qui n'avaient pas d'alternative à la salle de visite et qui ne pouvaient toujours pas accéder au, à la chambre de leurs proches. Et puis, de nouveau, en même temps que le deuxième confinement, une interdiction des visites en chambre de l'automne 2020, mais cette interdiction, elle s'est poursuivie alors même que en population générale, on était sur un déconfinement. L'interdiction des visites en chambre, elle, a été globalement maintenue jusqu'à la fin de notre enquête en mars 2021. Et ensuite, les règles de visite ont de nouveau été disparates en fonction des établissements à la suite de la vaccination et puis dans un contexte qu'on a connu en avril de reprise épidémique. Voilà. Donc, et puis même de troisième confinement. Donc, des situations plus disparates et puis surtout une forme d'incertitude sur la suite. Voilà. En tout cas, à la fin de notre enquête. Donc, les familles interrogées l'un des premiers résultats que l'on porte ici à votre connaissance, c'est que les familles interrogées n'ont pas compris l'interdiction des visites dans la chambre pendant une durée aussi longue, qui les a empêchés en quelque sorte de veiller au bien-être de leurs proches. Donc, je vais pour ça vous proposer deux citations. Marguerite, d'abord, je pense qu'en prenant toutes les précautions, on devrait pouvoir se rencontrer physiquement avec nos parents. Je me dis pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas ce minimum de contact?
peut-être une fois par semaine, de pouvoir aller les voir physiquement, en présence l'un de l'autre, sans s'embrasser. Pourquoi est-ce qu'on les empêche de sortir? Alors, dans le même sens, Patricia, pourquoi ne pas me laisser dans sa chambre dans la mesure où moi, je n'étais pas malade? J'avais suivi le protocole, on me prenait la température, je gardais le masque, je gardais mes distances. Pourquoi ne pas me laisser dans sa chambre qui est assez grande avec elle? Elle a quand même une chambre de 20 mètres carrés, ce qui n'est pas mal. Voilà, donc on voit aussi que les familles se posent beaucoup de questions et finalement, on, on- la question du pourquoi est beaucoup revenue et les deux exemples là l'illustrent plutôt bien. Ensuite, ce qui a été aussi assez unanime, c'est une forme euh, que les salles de visite communes organisées par les EHPAD en alternative aux visites en chambre, hein, elles étaient assez décriées en fait et pas satisfaisantes pour les familles dans leur modalité, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles permettaient peu d'intimité, euh, ensuite parce que la communication y était difficile, euh, notamment lorsque la distance évidemment, mais aussi lorsque il y avait un plexiglas de séparation entre le résident et son proche. Et puis, alors ça rejoint les notions de peu d'intimité, mais aussi euh, c'était questionné par les familles, le brassage avec d'autres familles, et finalement euh, la pertinence au regard de la circulation du virus, d'être brassé avec d'autres familles dans ces salles de visite. Voilà, donc deux exemples encore. Alors d'abord Jacqueline, de toute façon, ma mère ne souhaitait pas aller dans cette salle parce qu'elle estime que c'est un parloir et que derrière les plexis, on ne s'entend pas avec les masques. On n'arrive pas à communiquer, c'est compliqué, c'est vrai, pour quelqu'un qui entend mal. On est loin en plus. Alors Nadine, maintenant, on nous fait bien voir que quand ça fait 32 minutes, c'est terminé, alors qu'il n'y a personne qui arrive dans un prochain rendez-vous. Je trouve ça très dur. On a l'impression d'être en prison. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, on dit, bon, on ne peut pas être à plus de 4 dans la salle, à ce moment-là, les premiers arrivés repartent. Mais là, par exemple, on y est allé hier, on nous a fait partir alors que personne n'arrivait. C'est comme ça. L'autre jour, j'étais un peu énervée parce qu'il y a toujours une personne qui nous surveille. Elle est dans la salle là, pas pour nous surveiller, j'imagine, mais pour nettoyer les chaises, voir ce qu'on touche. Donc, c'est vrai que cette notion de surveillance aussi des salles de visite euh, a été décrite régulièrement par les familles interrogées. Alors, par rapport à tout ça, et notamment à l'interdiction des visites en chambre, hein, les familles ont adopté des stratégies un peu différentes, parfois de négociation et souvent aussi de transgression. Pour vous donner deux exemples, d'abord Maryse. Alors pour alléger cela, elle a la chance d'être en bout de couloir avec son logement sur l'extérieur. Elle est au premier étage, donc je monte sur un mur et puis on se parlait tant qu'il faisait beau. Mais maintenant, je ne le fais plus parce qu'il fait trop froid. Ça a allégé un peu les choses, on se voyait vraiment et puis sans masque. Donc là, on voit plutôt une stratégie en fin de compte de transgression. Là où Michel nous dit, j'y suis allée avec et maman n'a pas pu venir dans le petit salon parce qu'elle était très faible. Elle était fatiguée, donc j'ai demandé à aller en chambre. L'infirmière m'a donné son accord parce que j'ai insisté lourdement. Mais après, j'ai reçu un mail en me disant que je n'avais pas respecté les droits. Donc ça, c'est plutôt l'exemple d'une forme de négociation et puis finalement un rappel à la règle euh, de, qui a abouti après cette négociation.
Les familles aussi ont indiqué que les mesures de restriction des visites ont eu un impact négatif sur leurs proches, sur la santé de leurs proches, sur leur bien-être. Euh, Ce qui a surtout été relevé, c'est un, des, de la confusion et du sentiment d'abandon. Et puis aussi, mais pas uniquement lié à l'interdiction des visites, mais plutôt lié enfin, des visites des proches, je veux dire, mais plutôt lié à l'ensemble des mesures prises, une accélération aussi parfois de la perte d'autonomie. Donc pour les aspects plutôt de confusion et sentiment d'abandon, je vais vous donner trois exemples. Elle avait un peu de mal à se rendre compte, mais le fait de ne plus voir ses filles, c'est ça qui a été terrible pour elle. Elle ne comprenait pas qu'on n'ait pas le droit d'aller la voir. Donc ça, c'est pour Denise. Et ensuite, Virginie. Mon mari, il ne sait pas pourquoi on le bouge de son unité vers la salle où il y a les rencontres. Et quand il repart, il ne sait pas pourquoi. La seule chose que je lui dis, tu vas goûter, parce qu'il aime manger. C'est tout. Et il me dit, tu viens vite. Donc à chaque fois, je dois lui mentir. Alors, un peu dans le même sens, Madeleine, à mon avis, a des moments où il y a des moments où il pensait qu'on l'abandonnait. Comme il était conflit au point de vue lieu, on avait beau lui dire, mais il était reparti dans le passé. Donc, il ne comprenait pas que j'étais aussi près et que parce que je pouvais venir aussi souvent. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bah voilà, lié aussi parfois aux troubles cognitifs des personnes, des sentiments de confusion et d'abandon qui ont été euh, que les familles bon, du coup assez mal vécu, hein. Et puis, un exemple plutôt sur les questions d'accélération de la perte d'autonomie. Donc ça, c'est Louise. L'année du confinement, si on peut dire l'année du Covid, elle a énormément perdu. Maintenant, est-ce que c'est le hasard? Moi, je pense que c'est le confinement. Elle est restée enfermée chez elle sans pouvoir marcher du tout. Donc, ce n'était pas une petite chambre, mais bon, elle est assise dans son fauteuil quand elle est chez elle. Là, elle a été reconfinée, le kiné ne pouvait plus la sortir. Il n'y avait plus la gymnastique. Donc oui, ça a été énorme. Elle a perdu beaucoup d'autonomie cette année. Voilà. Donc sur les questions de perte d'autonomie, c'est plutôt lié, comme le montre cet exemple, mais aussi d'autres exemples dans l'enquête complète. C'est aussi lié à finalement à des intervenants extérieurs qui ne venaient plus dans l'établissement. Ça se surajoute à l'interdiction pour les proches. Les personnes qui ont été interviewées, donc c'était des enfants ou des conjoints qui étaient d'ailleurs souvent la personne de confiance et donc qui étaient vraiment dans une relation de proximité, dans la personne la plus proche en fait du résident en EHPAD. Et de ce point de vue-là, elles ont exprimé des doutes sur la pertinence de priver une personne âgée dépendante du contact avec ses plus proches. Par exemple, José, surtout à leur âge, à un âge avancé, ils auraient voulu rester en contact avec un proche, tout en sachant qu'on avance, il ne reste plus de temps à vivre. Se priver de contact, c'est très dur. Alors, un autre constat qui nous a été révélé par cette enquête, c'est que les familles, en fait, étaient totalement dépendantes de fait des personnels de l'établissement pour avoir une connaissance de l'état de santé de leurs proches, pour avoir des nouvelles globalement de leurs proches, mais aussi pour se rendre compte de comment se portaient leurs proches, puisque même sur les phases en fait de visite dans des salles de visite, finalement la distance, etc., et le fait de ne pas pouvoir voir la personne dans son environnement faisait que les familles étaient quelque part empêchées dans cette possibilité de se rendre compte par elles-mêmes et du coup, elles étaient mises en dépendance vis-à-vis du personnel pour savoir finalement comment se porter leurs proches. Et ça a été du coup
plus ou moins bien en fonction des relations avec le personnel. Par exemple, Thérèse, c'est les soignants qui me donnent des informations, comme là, dans une bonne demi-heure, je vais appeler, puisque je n'y vais pas aujourd'hui. Donc là, c'était plutôt un exemple de bonne relation avec le personnel qui du coup, relayait les informations et du coup, c'était satisfaisant pour la personne. Par contre, Patricia, elle qui est plus critique, si je voulais avoir des informations, il fallait que j'appelle le bureau des infirmières, mais qui n'est pas toujours disponible parce qu'elle tourne dans les chambres. Donc, il fallait que j'appelle à un moment donné. Donc, j'appelais les infirmières pour avoir des informations, mais sinon, je n'en avais pas. Les seules informations que j'avais, c'était sur les mesures restrictives en rappel. Prendre rendez-vous, remplir ce papier, mais jamais une information sur maman. Jamais. L'une des conclusions, je pense, les plus importantes de notre enquête, c'est que les proches de résidents ont en fait été empêchés dans leur rôle d'aidant au quotidien, au motif qu'ils n'étaient pas des professionnels de l'établissement. Et les situations qui ont été décrites, là, je vous donne deux exemples, mais c'est vrai que dans le rapport complet, les exemples sont très nombreux là-dessus, sur finalement quel rôle jouait le proche auprès de la personne résidant en EHPAD et même après, enfin voilà, finalement la relation d'aide ne s'arrête pas à l'entrée en EHPAD. Deux exemples, Nadine, moi je rangeais sa chambre, je jetais les papiers, je regardais son linge, je verrais ce qui était trop petit, un petit check régulier. Je lui mettais la musique dans sa chambre. Alors Simone, dans le même sens, avant, comme j'y allais une fois par semaine et que j'allais dans sa chambre, c'était moi qui lui rangeais sa chemise de nuit, sa robe de chambre, qui regardait dans son frigidaire ce qu'elle avait pu stocker, qui regardait si elle n'avait pas de dentifrice, de savonnette, etc. Qui nettoyait, qui regardait un petit peu ce qu'elle avait comme courrier, etc. Et maintenant, je sais que personne ne le fait. Donc, je ne peux pas même vous dire aujourd'hui si elle a de quoi se laver. Voilà, il y a eu plusieurs exemples comme ça, d'une pile d'horloge à changer à un journal à ouvrir. Enfin, voilà, un peu les exemples qui nous ont été rapportés. Donc, par rapport à, j'en ai un peu fini pour les verbatims, mais par rapport à tout ça, nous portons, France Asso Santé Hauts-de-France, trois grandes conclusions. La première, c'est que nous portons des inquiétudes sur le respect en fait des droits des personnes résidentes en EHPAD et puis aussi des droits de leur famille. Bon, les résidents, vous le savez, ont été privés sur une durée indéterminée de la liberté d'interagir avec leurs conjoints ou leurs enfants. Et c'est vrai qu'en ça, ils étaient dans une situation un peu exceptionnelle, puisque même si on a tous vécu plus ou moins les effets du confinement, être empêché comme ça d'interagir sur le long cours et dans son lieu de vie euh, avec son conjoint ou ses enfants, c'était quelque chose d'assez je ne sais pas si on peut dire spécifique, mais en tout cas, oui, d'assez spécifique aux personnes en EHPAD. Alors, pour nous, il faut tirer les leçons de la crise Covid-19, quelles que soient les crises sanitaires à venir et les disponibilités des outils pour s'en prémunir. Hein. On pense aux masques, on pense aux vaccins, etc. Les mesures des restrictions des libertés doivent rester temporaires et exceptionnelles. Alors, concernant les familles, et au regard de notre enquête, la situation les a menés à se retrouver en dépendance totale vis-à-vis du personnel pour savoir comment se porter leurs proches. Euh, et en cela, par exemple, le statut de personne de confiance n'apportait pas de garantie dans la circulation d'une information qui aurait été consentie à la base par le résident. La deuxième grande conclusion que l'on porte, elle concerne plutôt en fait, les outils de démocratie sanitaire en EHPAD. Bon,
globalement, le constat, c'est que les EHPAD sont des lieux de vie qui ne concertent pas assez régulièrement et assez facilement leurs résidents. La crise sanitaire a été en cela un révélateur puisque cela s'est dégradé en ce qui concerne les décisions de restriction des libertés prises par les établissements. Euh, pour nous, il faut recueillir l'avis des résidents eux-mêmes, encourager la démocratie participative pour rendre les résidents décisionnaires collectivement des règles en vigueur, notamment en se basant sur le conseil de vie sociale de l'établissement, mais pourquoi pas aussi par des formes de démocratie directe. Enfin, et c'est vrai que c'était aussi les familles qui ont été interrogées, elles avaient comme seul interlocuteur finalement les professionnels de l'établissement. Et ce qui a été assez révélateur, c'est que le recours à la médiation, il semble peu effectif. Et le recours, par exemple, à une personne qualifiée du médico-social, bon, après, c'est des choses à creuser aussi, c'est-à-dire quelle est l'activité des personnes qualifiées du médico-social? Est-ce que ces personnes-là, elles ont des choses à remonter aussi des familles qui les ont interpellées? En tout cas, euh, celles qu'on a interrogées n'étaient pas du tout conscientes qu'elles pouvaient actionner des dispositifs de médiation et elles étaient uniquement dans une relation parfois conflictuelle sans tiers possible, avec une relation uniquement en direct avec la direction de l'établissement ou d'autres personnels de l'établissement. Et donc, nous, on se dit aussi qu'on peut se demander dans ce contexte s'il ne serait pas intéressant que les familles puissent aussi se voir proposer d'être accompagnées par un représentant d'usagers lorsqu'elles le souhaitent. En tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaite porter au débat. Et dernière grande conclusion, mais j'en ai déjà un peu parlé, c'est nos considérations sur la place de l'aidant pour le bien-être de la personne en EHPAD. Donc, on voit bien hein, que l'aidant familial qui soutient la personne dépendante dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante, c'est pas uniquement l'aidant de la personne à domicile et que finalement, même la personne en EHPAD, elle continue d'avoir ce besoin de l'aidant familial. Et cet aidant doit pouvoir jouer son rôle complémentaire à celui des professionnels pour le bien du résident. Les décisions qui ont été prises, en fait, rendaient uniquement les professionnels, c'est-à-dire les personnes qui étaient payées pour être là, légitimes pour prendre le risque de contaminer les personnes en leur apportant du soin. Or, l'aidant prend en réalité un rôle très complémentaire du professionnel qui pourrait être reconnu et donner lieu, par exemple, à une interdiction de se rendre en chambre. Enfin, voilà, il y a la question peut-être du statut de l'aidant et spécifiquement, ça ne veut peut-être pas dire que toute la famille puisse se rendre en chambre à certains moments, mais voilà, la question du statut de l'aidant, elle nous semble aussi à mettre au cœur de ce débat. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation des résultats et je redonne la parole à ma responsable s'il y a des questions qui sont remontées dans le chat. Merci Clément pour l'exposé de cette enquête régionale. Alors, j'ai regardé en direct les questions du chat. Il n'y en a pas vraiment, plutôt des réactions. Effectivement, la question du statut de l'aidant revient. La question des consignes qu'ont reçues les établissements de la part de l'Agence régionale de santé. Et ça, je pense que Sylvain Lequeux pourra nous éclairer sur cette question-là de ces consignes. Quelles consignes ont été données aux établissements tout au long de cette période et comment les établissements ont pu s'adapter aussi à ces consignes. Beaucoup de questions autour des droits, des réactions, de se dire est-ce que les droits ont été respectés pendant cette période? Est-ce qu'on les a pris en compte? Comment concilier les droits, la volonté des familles, la place des familles et la sécurité, puisque
derrière toutes ces consignes sanitaires, il y avait quand même la sécurité des résidents et les directeurs d'établissement étaient responsables aussi de cette sécurité-là. Donc, comment réussir à tout concilier dans cette période de crise? Comment les professionnels ont aussi eux-mêmes vécu le manque de lien avec les familles, puisque au quotidien, ça reste des partenaires dans les prises en charge, et donc eux-mêmes l'ont pas forcément bien vécu d'être coupés des familles, voilà. Et puis la place du CVS, comment encourager la démocratie participative dans des établissements avec des personnes parfois très dépendantes. Et donc la place aussi de la personne de confiance, comme on a dit, et la personne qualifiée, avec un gros travail à faire peut-être pour les faire connaître. Et voilà. Peut-être on peut, enfin je ne sais pas si les participants de la table ronde ont des réactions par rapport à cette enquête, mais autrement peut-être qu'on peut... Oui, Monsieur Gunst, peut-être... Oui, alors, Serge Gunst, représentant de la Fédération hospitalière de France, moi, je ne suis pas du tout opposé à vos conclusions. Je pense qu'effectivement, ce qu'elles ne mettent pas en évidence, c'est le caractère exceptionnel de ce qu'on a vécu. Autant on peut adhérer à la conclusion sur le fait qu'effectivement, il doit y avoir une coopération entre l'établissement, entre les familles, entre les résidents. On peut être que d'accord. Ceci dit, on a quand même vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut ramener ça au démarrage de cette épidémie, où moi qui suis dans le sud du département, du Nord, ai connu ce qui se passait dans le département de l'Aisne, avec 20 personnes décédées sur un établissement de 80 lits. Et cette sensation qu'il fallait très vite couper la progression de l'épidémie. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vécu et qu'on a abordé, alors certes peut-être pas parfaitement. Ensuite, il faut le ramener, et je trouve dommage qu'on n'ait pas fait un parallèle dans votre étude sur la perte de liberté qu'ont connue les gens en dehors des structures. Une personne âgée, isolée chez elle, a connu de la même façon une perte de rencontre avec sa famille parce qu'on a tous été confinés. Il n'y a pas que les EHPAD qui ont été confinés, on a tous été confinés. Ensuite, je pense que, comme vous le dites, il y a des leçons à tirer, intéressantes d'ailleurs, de cette expérience, même si je regrette l'expression de la légitimité du professionnel à contaminer. Je la trouve très excessive quand je sais ce qu'ont fait les professionnels chez moi et chez mes collègues pour que tout se passe bien. Nous avons mis en place des vidéos, nous avons fait un travail énorme pour garder le lien avec les familles, parce que le lien avec les familles, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pour nous, c'est une aide précieuse à l'accompagnement. Et quand ce lien est rompu, c'est pour nous extrêmement difficile, parce que ça veut dire qu'on doit accompagner la personne âgée, mais on doit accompagner la famille qui avait toutes ces difficultés que vous venez d'évoquer, qui avait toutes ces difficultés à avoir un contact régulier, qui ne vivait pas très bien cette séparation. Donc voilà, ça a été beaucoup de choses, et je pense qu'on est sur un caractère exceptionnel dont il faut, comme vous le dites dans les conclusions, tirer des pistes de travail pour améliorer ce qui a pu être fait. Quant à la relation avec l'Agence régionale de santé, on a appliqué effectivement des consignes, comme l'Agence régionale de santé. Elles étaient, je pense, à certains moments peut-être excessives quand on a commencé la vaccination, quand on a commencé à protéger. Mais comme vous le disiez dans un de vos témoignages qui m'a un peu fait sourire, une personne disait, moi j'ai eu de la chance, je pouvais parler par la fenêtre et du fait, on pouvait parler sans masque. Ça illustre bien la difficulté qu'on a eu quelquefois de faire respecter des consignes minimum de respect pour éviter l'épidémie. Donc, peut-être qu'on peut laisser la parole à Sylvain Lequeux, qui va peut-être nous réexpliquer un peu la chronologie de toutes ces consignes pour que tout le monde comprenne bien comment ça s'est passé pendant cette année.
Monsieur Lequeux, oui, merci. Oui, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'abord de nous avoir invités et puis de nous faire partager cette étude et cette enquête qui sont d'une certaine manière particulièrement intéressantes pour nous. D'abord, je relayerai un petit peu les propos de Monsieur Gunst. Souvenons-nous, on est fin février, des premiers cas apparaissent dans le département de l'Oise, puisqu'on est une des premières régions touchées. Premiers cas dont on pourrait dire qu'ils sont autochtones, puisque avec le premier décès, on ne sait pas comment la personne a été contaminée. Elle avait été sans relation avec une personne provenant de l'étranger. C'était un professeur de lycée. Et de fait, tout le monde est pris par surprise, j'ai envie de dire, et on a un réflexe, c'est de protéger les plus fragiles. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait semblant, mais faute aussi de connaissance de la manière dont le virus se transmettait. Souvenez-vous, au mois de mars, on se demandait si une personne qui était contaminée lorsqu'elle allait faire ses courses et qu'elle ne savait pas qu'elle était contaminée, est-ce qu'elle pouvait laisser du virus sur les objets différents qu'elle avait pu toucher? Est-ce que lorsque je ramenais les courses chez moi, il fallait que je nettoie tout, etc., etc. On ne savait rien. On ne savait pas la manière dont ce virus se transmettait, quelles étaient réellement ses conséquences. On savait que ça pouvait générer beaucoup d'hospitalisations. On l'a vu, malheureusement, dès lors que des personnes âgées étaient touchées, eh bien, c'était les premières à en payer les conséquences et les plus lourdes, les plus fâcheuses pour elles, pour leur famille. Donc, c'est vrai qu'on a pris des mesures et que le gouvernement a proposé des recommandations qui étaient strictes avec le confinement de la population générale et le confinement nécessairement dans les EHPAD au même titre que la population générale pouvait être confinée. Alors après, il y a eu une période de déconfinement, puis un nouveau confinement, une nouvelle période de déconfinement et un pseudo-confinement. Ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'était un pseudo-confinement avec des règles plus ou moins strictes, en tout cas, que ce qu'on avait pu connaître par le passé. Mais du fait de la vaccination, et il faut rappeler qu'aujourd'hui, le seul moyen de se protéger du virus et de protéger la population dans son ensemble, parce qu'on ne se vaccine pour soi, mais on se vaccine aussi pour les autres, c'est de se vacciner. Moi, je serai sur les conclusions qui sont les vôtres. D'abord, vous les partagez sous forme d'interrogations et on partage ces interrogations, on partage l'intérêt de se poser ces questions-là. Le statut de l'aidant est pour moi une chose qui doit encore être travaillée. Il y a eu des progrès de fait ces dernières années, mais on le voit bien qu'avec la situation qu'on vient de vivre, il est nécessaire en tout cas de remettre des choses un peu plus à plat et d'avoir une vraie connaissance ou en tout cas une vraie définition de ce qu'est l'aidant, de ses droits, de ses obligations aussi. Si on a des droits, on peut aussi avoir des obligations le cas échéant. Et il y a un vrai sujet. Alors, de mémoire, mais je n'ai pas les recommandations sous les yeux, mais dès le mois de septembre-octobre, dans les recommandations, il y avait la nécessité d'avoir pour les établissements un regard, ou en tout cas une flexibilité plus forte, plus grande, vis-à-vis justement du rôle de l'aidant et de sa capacité à pouvoir venir aussi accompagner la personne à l'EHPAD ou son proche à l'EHPAD. On peut aussi comprendre que dans certains cas, on ait des directeurs ou des directrices qui étaient plus stricts, d'une part parce que la situation locale pouvait l'exiger. Tous les départements n'ont pas été touchés de la même manière en même temps. La circulation du virus pouvait être plus forte dans certains endroits que dans d'autres. L'ensemble des recommandations qui ont été données n'avaient qu'un seul but, c'était maîtriser le risque de contamination. Et a fortiori, lorsqu'on vit dans un lieu d'hébergement collectif
où la diffusion du virus, dès lors que le virus entre, est beaucoup plus rapide qu'ailleurs, et avec les conséquences que l'on connaissait. Quand on entend une personne dire « mais oui, mais on peut choisir, ou la personne âgée peut choisir, et c'est son risque d'être contaminé par son proche », c'est vrai, c'est vrai. Mais le risque qu'elle fait courir aux autres à l'EHPAD, est-ce que celui-là, il est mesuré par chacun? Pas nécessairement, on le regarde aussi et avant tout en fonction de son propre ressenti et de la manière dont on vit les choses. On a eu des endroits et des familles qui parfois se sont plaintes, dans les courriers de réclamation que nous recevions, de comportements inadaptés d'autres familles à l'égard des résidents de l'EHPAD. Comment on analyse ça et comment on gère ça? On évoque, et vous évoquiez, la place de la démocratie sanitaire, ou en tout cas le rôle du CVS, des familles et des résidents dans un EHPAD. Alors oui, tous les résidents ne sont pas nécessairement en capacité d'exprimer leur volonté avec discernement, mais bon, c'est la population même qui aujourd'hui réside à l'EHPAD qui pose cette problématique-là. Les familles ne sont pas toujours tout aussi investies que celles que vous avez pu entendre et écouter au travers de votre enquête. C'est un panel représentatif de personnes investies. Parfois, je fais le parallèle avec la formation continue des professionnels de santé. On a des thématiques qui sont proposées aux professionnels, mais on sait bien que ceux qui y vont sont ceux qui sont intéressés par le sujet et non pas tout à chacun. Et là, c'est pareil. Les personnes que vous avez pu entendre sont des personnes investies et très investies, mais malheureusement, dans les CVS, on sait aussi que ce n'est pas aussi simple que ça d'avoir et des représentants des résidents et des représentants des familles. Et est-ce que la majorité doit définir une règle pour le collectif? On peut aussi se poser la question, si vous avez des familles qui ne sont pas d'accord avec la décision majoritaire, qu'est-ce qu'on en fait? Si demain, dans un EHPAD, la situation se reproduit, on a 55% des familles et des résidents qui sont favorables aux visites en chambre. À cette occasion, une personne est contaminée, le virus se répand dans l'établissement et touche une personne dont la fille ou le fils a dit « mais non, mais moi je ne veux pas qu'il y ait de visite en chambre ». Du coup, on a fait entrer le virus dans l'EHPAD. Alors, ça reviendrait quand même à démontrer que c'est une personne extérieure et qui n'est pas un professionnel qui l'a fait rentrer. Ce n'est pas le sujet. Mais du coup, vous voyez que derrière, quelle protection on va donner au directeur et aux autres familles, le cas échéant? Parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui ont, d'une part, et ça peut-être que Serge Gunz peut le rappeler aussi, mais on a des directeurs et des directrices contre lesquels il y a eu des plaintes de déposées par des familles. Et pas parce qu'elles ont été trop strictes dans l'application des recommandations, mais parce qu'on a considéré qu'ils n'avaient pas été suffisamment protecteurs des personnes âgées. Et ça interroge aussi, parce que où est le juste milieu? Et comment on assure en tout cas une protection de l'aidant, de la personne âgée résidente, mais aussi du coup des professionnels et des directeurs sur lesquels repose aussi une partie des responsabilités. Je pense qu'il faut réussir à pouvoir traiter toutes ces questions de manière simultanée, parce que sans quoi on ne sortira pas, en tout cas, on n'arrivera pas à en tirer toutes les conséquences telles que ou en tout cas on n'arrivera pas à gérer toutes les difficultés que les questionnements que vous venez de poser génèrent. En tout cas, je remercie les témoignages parce qu'ils sont quand même riches d'enseignements et ils vont nous obliger, ils vont obliger le gouvernement à évoluer. C'est aussi tout l'intérêt peut-être de la loi, alors on dit grand âge et autonomie ou génération solidaire, qui a vocation à passer devant le Parlement à l'automne. Peut-être qu'aborder ces sujets-là aurait aussi du sens dans la rénovation de l'accompagnement et du parcours de la personne âgée. Et peut-être, oui, aller plus loin dans la reconnaissance des droits de l'aidant, de ses obligations, et à l'inverse, trouver un rôle pour le CVS
qui lui permettent peut-être d'avoir une plus grande capacité à contribuer à la prise de décision au sein de l'EHPAD, tout en garantissant au directeur, en tout cas, de ne pas s'exposer face à des personnes qui, dans une minorité, considéreraient que les décisions prises collectivement ne seraient pas bonnes ou ne seraient pas justes. Voilà en tout cas ma première réaction à ce que vous venez de nous présenter. Je vous remercie pour vos remarques. Peut-être laisser aussi la parole à Ahmed Egazi de l'URIOPS, directeur de l'URIOPS, qui peut aussi peut-être témoigner de ce que les directeurs d'établissements adhérents à l'URIOPS ont pu lui remonter. Oui, merci. Merci de votre invitation déjà et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Ahmed Egazi, directeur de l'URIOPS qui fédère effectivement les associations du champ, notamment du champ médico-social et donc en particulier des EHPAD. Alors, peut-être dire en préambule que, mais ça a été dit par Sylvain Lequeux et par Serge Gunz, que les constats qui sont les constats qui sont faits, évidemment, on ne peut que les rejoindre sur l'impact de l'isolement pour les résidents, sur le manque d'un fonctionnement satisfaisant des instances de démocratie sanitaire, sur la difficulté d'établir la relation, de trouver la place des aidants, etc. C'est évident. Néanmoins, ça a été dit encore une fois, hein, mais je pense qu'il faut insister sur le côté, le caractère un peu exceptionnel, le caractère d'urgence auquel tout le monde était confronté au mois de mars, et puis pas que au mois de mars. Hein, je pense qu'aujourd'hui encore, on n'a pas de totale certitude sur beaucoup d'éléments. Donc, on mentionne ça parce que finalement, on a beaucoup appris en marchant quand même dans cette histoire-là. Et la situation d'incertitude, elle nous renvoie à un élément qui est un élément, je pense, primordial dans les enseignements qu'on peut tirer. C'est celui de la communication, c'est celui de la concertation, c'est celui, je ne le dis pas avec de l'angélisme, hein, mais c'est aussi celui de la bienveillance, ou en tout cas de la confiance a priori qu'on peut témoigner aux uns et aux autres. Je pense que personne n'avait, dans cette situation-là, de volonté de mal faire. C'est assez évident de le dire, mais il faut pouvoir le rappeler. Peut-être en préambule, redire aussi l'épreuve que ça a constitué pour les professionnels au sein des EHPAD. C'est évident que c'est une épreuve, ça a été une épreuve, ça va continuer à être une épreuve pour les résidents, pour les familles, mais la période a quand même été extrêmement dure pour les professionnels qui ont dû faire face à une situation de crise, qui ont dû faire face à des conditions d'exercice de leur métier dans des conditions très particulières, à certains endroits avec des taux d'absentéisme parce que des personnes touchées, il y en avait aussi parmi les professionnels, que ça avait des impacts sur la vie de famille, que ça avait des impacts parfois même jusque le voisinage pour certains professionnels qui étaient dans des immeubles. Ce sont des cas un peu exceptionnels, mais certains ont aussi eu des messages, par exemple, de voisins leur disant « vous allez nous contaminer », parce qu'on était au début dans une situation de psychose, quasiment de psychose vis-à-vis de ce virus. Et il y a eu un engagement très, très fort des professionnels dont on risque quand même de payer un petit peu les pots cassés, je pense qu'il faut le dire, et peut-être que Serge Gunz pourra en témoigner aussi, mais on a aujourd'hui des professionnels qui sont parfois épuisés. Il y a, nous, des directeurs d'EHPAD qui nous indiquent qu'ils ont aussi une vraie difficulté à redonner du souffle, à redonner de l'élan pour sortir de cette période. Donc, situation exceptionnelle, engagement exceptionnel des professionnels, il faut quand même pouvoir le dire. Est-ce que ça signifie que tout a été fait correctement ou que tout est satisfaisant? Évidemment non, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire autrement. Je pense qu'il y a une question, ça a été évoqué par Sylvain Lequeux, il y a une question autour de la responsabilité qui est un vrai nœud, je pense, et peut-être une difficulté à penser la question de la responsabilité collective. Il y a eu des recommandations, alors je lisais dans les commentaires, le directeur, ce ne sont que des recommandations, le directeur il a le choix de ne pas les mettre en œuvre au sein de l'établissement, mais
bon, alors quand une recommandation dit on vous recommande fortement, on comprend qu'on est peut-être un petit peu au-delà de la recommandation. Et puis si in fine la responsabilité elle revient au directeur d'établissement, ça veut dire qu'il a de la souplesse dans la mise en œuvre, mais quand votre responsabilité juridique ou quand votre responsabilité pénale est engagée, il y a eu des plaintes, ça a été rappelé par M. Lequeux tout à l'heure, finalement, votre souplesse, elle est quand même relativement limitée. Et on a eu des directeurs d'établissements qui ont été constamment tiraillés entre la question de l'humanité, puisque on pointe dans l'étude l'impact sur la santé des résidents. Parfois, allez, je vais le dire comme ça de façon peut-être un peu piquante, mais évidemment exagérée, mais on a parfois l'impression que finalement, dans les établissements, personne ne se rendait compte de l'impact sur la santé des résidents, mais les professionnels, ils étaient en première ligne, et d'ailleurs, ils ont été les premiers à alerter sur les impacts en termes de santé pour les résidents. Donc, des directeurs qui étaient constamment tiraillés entre l'humanité qu'ils ont chevillée au corps et le constat qu'ils faisaient de l'impact des mesures d'isolement et la nécessité de garantir une sécurité à tous, aux professionnels, aux résidents, et puis de garantir aussi quand même, dans une certaine mesure, leur propre sécurité, puisqu'encore une fois, leur responsabilité, elle est engagée. Donc voilà, alors on a vu aussi que les recommandations, elles venaient du national. Parfois, elles étaient peut-être un peu contradictoires d'une semaine à l'autre, ou en tout cas, parfois, pas toujours très concertées. L'exemple un peu emblématique, c'était l'annonce du rétablissement des visites en établissement un week-end par le Premier ministre, alors que ça n'avait pas été préparé avec les établissements. Bon, encore une fois, situation exceptionnelle, donc l'idée, ce n'est pas de renvoyer la faute sur quelqu'un, mais ça a mis les établissements dans une difficulté. Je pense que ce qu'on peut peut-être regretter, enfin, on peut évoquer deux choses. On peut évoquer la question de la souplesse qu'on peut avoir dans l'application de ces recommandations si on met de côté la question de la responsabilité et dans quelle mesure on peut parfois individualiser. C'est un secret pour personne que certains directeurs ont pris plus de liberté que d'autres, du coup avec une forme de risque aussi pour eux-mêmes, mais pour tenir compte de situations. Et puis peut-être une deuxième réflexion sur la question de comment ces recommandations, là c'est plutôt un enseignement pour l'avenir, mais pourraient intégrer davantage la question de comment est-ce qu'on essaye de maintenir en établissement une vie un peu plus animée, qui tienne compte encore une fois des enjeux du lien et du collectif. Pour préparer ce petit temps d'échange, j'ai relu quelques parties d'un ouvrage qui est un ouvrage d'un de nos adhérents, qui est la Fondation Partage et Vie, qui s'appelle « Éthique du grand âge et de la dépendance », avec toute une série de chapitres. Et il y a un des chapitres qui est une lettre d'une directrice d'EHPAD. Et cette lettre est intitulée « Je protège donc je nuis » avec un point d'interrogation. Et je cite un passage, pas pour le plaisir de la citation, mais parce qu'il illustre assez bien ce qu'on veut dire derrière la réflexion de comment est-ce qu'on peut, autour des recommandations, avoir une attention sur la question de comment on vit. Elle dit « Il ne s'agissait plus de bien vivre ni de bien mourir accompagné des équipes et de ses proches. Tout ce qui pouvait empêcher la mort devait être mis en œuvre dans les plus brefs délais. » Et elle poursuit plus loin. « En d'autres termes, pour sauver de la mort nos résidents, nous leur avons ôté tout ce qui apportait l'envie de vivre. » Et ça, forcément, ça appelle des réflexions. Alors, je pense que Alain de Broca, sur la dimension de l'éthique, pourra réagir là-dessus. Mais ça, c'est peut-être une réflexion à avoir sur la question, pour le futur, sur comment est-ce qu'on essaye de trouver l'équilibre dans les recommandations entre ce besoin de sécurité, dans un cadre collectif, puisque là aussi, Sylvain Lequeux a raison de rappeler que, vu à l'échelle individuelle, on peut parler d'une prise de risque individuelle, on peut parler de souplesse, etc. Mais quand on se remet dans la perspective de gérer un établissement où il y a 60 ou 70 résidents, la question, elle se pose évidemment plus du tout de la même façon. Mais en tout cas, vraiment un enjeu de pouvoir intégrer cette réflexion éthique sur
finalement l'équilibre entre la question de la protection et la question du lien et la question du bien vivre. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement des CVS et sur d'autres aspects, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Je ne veux pas être trop long. Voilà. Merci beaucoup. En plus, vous m'offrez la transition avec Alain de Broca, donc parfait. Monsieur de Broca, est-ce que vous avez quelques réactions par rapport à ce qui a été dit de l'enquête? Merci beaucoup à vous tous. D'abord, merci de cette enquête. Oui, je pense que l'enquête, elle montre plein de choses sur lesquelles, finalement, puisqu'on aura une nouvelle CRSA bientôt, on va pouvoir s'engager vraiment concrètement à travailler, tellement il y a de champs extraordinaires. Par rapport à l'enquête, je pense que c'est vraiment pas une enquête isolée. Vous savez que la défenseure des droits, Madame Héron, a diffusé un énorme dossier en mai montrant combien il y avait eu des remontées qui étaient complètement du même ordre que cette enquête. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que c'est isolé, que ce serait que 13 familles qui auraient parlé au nom de toutes ou de très peu. Bien sûr, elles représentent qu'elles-mêmes, mais elles représentent aussi tout ce que nous entendons à l'espace éthique régional. Il se trouve que comme je suis très impliqué sur ce domaine, j'ai aussi des remontées de toute la France, de personnalités, de collectifs, de familles qui remontent exactement les mêmes soucis. Donc on ne va pas dire il n'y a que les Hauts-de-France qui sont bien ou qui ne sont pas bien. C'est un vrai souci qu'on a dû à partager et qu'il va falloir partager de façon essentielle. Et puis, bon, le document qui est vraiment, merci Clément Bayeul de l'avoir construit comme ça, très bien fait, très didactique. Je pense que chaque page devrait pouvoir nous aider à construire une proposition. Alors, il y a, bien sûr, chacun a son avis. J'ai écouté mes collègues juste avant. Il faut reconnaître que les pattes d'aujourd'hui, ce n'est pas les pattes d'hier et ce ne sera pas les pattes de demain. Je pense qu'on n'est pas parti assez, et ça, c'est le manque de démocratie totale qu'on a vécu depuis 1 an et demi, hein, vous le savez, c'est que personne n'a été convoqué à discuter de quoi que ce soit, c'est tombé d'en haut, c'est top-down. Les institutions, les associations de malades, de professionnels n'ont jamais été invoqués, convoqués pour pouvoir réfléchir avant même de faire. On a agi et puis on pense après. Ça, c'est le manque de démocratie totale pendant 1 année sur ce fait-là, même si c'était exceptionnel. Et l'exception n'empêche jamais la démocratie. Moi, je suis en clinique permanente. On doit parler avec tout le monde avant d'agir et pas d'agir et puis parler après. Donc là, ça pose la question, c'est qu'il faut peut-être se dire que les directeurs ou les institutions médico-sociales, elles doivent se poser la question de savoir c'est quoi notre rôle à nous. C'est des personnes âgées qui sont de plus en plus dépendantes, qui sont de plus en plus, voire cognitivement incapables de penser, qui sont en fin de vie. Vous savez mieux que moi que c'est au mieux 2 ans, 2 ans et demi de moyenne de turnover dans un EHPAD quand c'est un GIR 2, si ce n'est pas 3 semaines. Et donc là, on est quasiment dans du soin palliatif permanent pour toutes ces personnes. On ne l'a pas du tout dit et très mal dit. Il n'y a aucune capacité d'accompagnement ces personnes-là de façon formelle dans leurs derniers moments. Et du coup, je vous rappelle cette phrase peut-être avant de leur laisser la parole, puisque je pense qu'on aura du temps d'échange. Mais la question, c'est il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut plus ajouter de jour à la vie. C'est le triptyque des soins palliatifs qu'on vit tous les jours. C'est comment donner une qualité de vie à ces gens qui n'ont qu'une seule façon de vivre, c'est la relation à l'autre, à leur relation aux êtres aimés et pas aux professionnels. Je suis professionnel, soignant. Je fais du soin palliatif pédiatrique. Ils m'aiment bien, les parents, mais ce n'est pas moi qu'ils aiment. C'est leur père, leur mère, leur frère, leur tata, leur con. Et donc, la question des professionnels qui feraient le mieux possible, c'est normal, c'est notre job. Et heureusement qu'on fait le mieux possible, en tant qu'administratif, en tant que médecin, aide-soignante, puéricultrice, ASH, cuisinier, bien sûr. Mais on n'a pas besoin d'eux, on a besoin de son père, de sa mère et de tous les aidants qui sont là. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a complètement inversé la faveur. On a cru qu'on était capable de penser à la place des aidants. Ce n'est pas les aidants, c'est les familles. Je ne supporte plus ce mot aidant, aidant proche. Mais la tata, le petit frère, la grande sœur, la dame qui vient qu'une fois, une amie, ce sont des aidants. Arrêtons aussi d'arrêter de professionnaliser l'être cher. Et là, on a tout arrêté au prétexte de sécurité, d'hygiénisme formel. Alors, vous avez quand même oublié que dans l'état exceptionnel, on a été dans un état de déshumanisation le plus total lors des décès. Enfermer quelque part quelqu'un dans 2 sacs sans que personne ne puisse leur dire au revoir,
sans qu'aucune inhumation puisse être faite de façon formelle, soi-disant parce qu'il faudrait respecter l'hygiénisme total, macro, c'est là où on dit qu'il n'y a plus d'éthique. On a été dans une perversité totale déshumanisante, je pense qu'on peut se le dire, et il faut l'accepter. On a plein de raisons pour expliquer, mais il faut accepter ce constat qu'on n'a pas été bon. Parce que si on en est à lire, ah ben oui, il y a des explications, vous savez, pénales et tout. Moi, je suis médecin, je suis au pénal en permanence potentiellement. Arrêtons de dire que j'ai peur du pénal. On a tous une responsabilité pénale dès lors qu'on est à l'accueil de l'autre. Donc arrêtons de se protéger et osons, je dirais moi, et je pense que c'est ce que France Asso a pu dire, osons un constat de tristesse, certes l'incertitude était là, mais moi je suis triste de ce qui s'est passé et je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. Je peux donner des explications pour dire que je ne suis pas fier, mais pour autant j'aimerais bien que les explications ne servent pas de paravent et que justement tout ce que nous disent ces familles nous disent alerte rouge, demain il faut que ça change. Et je pense que là on a vraiment cette opportunité, puisque je crois que tout le monde est capable de dire alerte rouge. On ne peut plus aller d'avant et dans ce cul-de-sac. Et voilà, moi, l'espace éthique, c'est pour faire remonter aussi tout ce qui se passe au sein des EHPAD, mais au sein des maisons. Dans les maisons, il y a eu quand même moins de fermetures que dans les EHPAD. Hein. Chacun pouvait faire entrer ce qu'il voulait, quand il voulait, où il voulait. Hein. Certains ne l'ont pas fait, certains se sont enfermés, certains ont empêché les kinés de rentrer à domicile, mais certains ont permis quand même à ce que les kinés rentrent dans le domicile. Jamais dans les EHPAD. Vous savez que les médecins traitants ont eu l'interdiction. Donc, il y a eu des moments où c'est un constat qui doit nous faire peur et pas simplement mettre des pansements sur un cautère, quoi, sur un ulcère. Non, c'est un ulcère qui fait mal et il faut qu'on réagisse, il faut que l'éthique et l'humanisation ressortent. Sinon, eh ben, là, moi, je suis encore plus triste demain de me dire qu'on n'aurait rien fait pour que ça change. Voilà, je m'arrête là, mais je m'emballe un peu, mais parce qu'il faut que ça bouge, quoi. Sinon, on n'a pas de raison d'être là à se dire ensemble, oui, un constat, ben, c'est pas de chance, quoi. Voilà. Merci, je monsieur. Relaisse, Madame Cassin. Ah oui. Merci, monsieur De Broca. Vous voyez, hein, chacun a sa vision et le vécu de la crise sanitaire. Et il n'y a pas, il n'y a pas un point de vue qui l'emporte sur l'autre. Hein, et c'est là où c'est intéressant de se parler, c'est que chacun est en capacité d'entendre le point de vue de l'autre et de faire avancer la situation. Peut-être, je laisse un petit mot à mon président, Pierre-Marie Lebrun, au nom de France Asso Santé. Oui, bien volontiers, Aurélie. Moi, je voulais peut-être revenir un peu sur l'intervention de Sylvain Lequeux. D'abord, comme on a vécu avec lui et avec les autres membres des associations et fédérations quelques moments importants le mardi matin, lui dire combien on a apprécié d'être associé à cette réunion, même si notre présence ne concernait pas tous les sujets abordés, mais quand même, ça permettait d'être un peu au courant de ce qui se passait dans le réseau des EHPAD. Et surtout, je veux lui témoigner qu'il a, à chaque fois qu'il a pu, je dirais, ramener la question de l'accueil des familles, de l'ouverture des établissements sur les familles. À ce propos, d'ailleurs, plus je vous écoute sur la question des recommandations et finalement de la responsabilité, je me dis quand même que le système n'est pas d'une clarté absolue, puisque finalement, c'est assez facile de faire des recommandations quand on sait qu'on n'est pas complètement responsable. Bon, ensuite, c'est pas très facile pour un directeur d'EHPAD de faire la part des choses entre la recommandation et sa responsabilité. Il y a là quelque chose on peut le comparer à la médecine si on veut, par exemple, hein, si on veut avoir une référence, mais un EHPAD, c'est pas tout à fait un établissement de soins quand même. Donc, il y a une petite question à creuser. Sur l'histoire des CVS, je veux simplement rappeler que à la CRSA, pas dans le mandat ici, mais celui d'avant, il y avait une petite expérimentation sur la participation de gens extérieurs aux EHPAD aux réunions de CVS. Donc souvent quelques représentants d'usagers qui étaient aussi dans des établissements. Et cette simple présence faisait en sorte que le déroulement, d'abord que les réunions de CVS étaient programmées, voilà, c'est déjà une première chose, et qu'ensuite, par rapport
aux résidents qui participent au CVS, c'était un petit peu un renfort dans leur prise de parole, parce qu'il faut bien savoir, c'est peut-être un peu idiot, mais c'est quand même la réalité. Des représentants des résidents CVS ont l'impression que s'ils critiquent des choses, s'ils disent des choses qui ne vont pas, on va leur en tenir rigueur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais c'est impossible de leur expliquer que ce n'est pas vrai. Donc, il faut quand même qu'on tienne compte de cette chose. Et la participation de quelqu'un externe au CVS, je dirais presque avec une qualité variable. On n'est pas obligé de prendre. Il n'y aura jamais assez de représentants d'usagers pour. Mais ça peut être l'élu municipal de la ville, ça peut être. Enfin, quelqu'un d'un peu extérieur permet de garantir ce fonctionnement de CVS. Ensuite, je pense que le CVS, c'est vraiment quelque chose qui doit parler de la vie de l'établissement. Quand une des personnes, un résident a vraiment une plainte importante à présenter, le système actuel n'est pas clair. Enfin, franchement, n'est pas clair. On a voulu bien faire, mais je pense qu'on n'est pas allé au bout. Je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut quand même que quelque part, les familles qui pensent qu'il y a une atteinte aux libertés ponctuelles, souvent d'ailleurs dans l'EHPAD, elles puissent le dire à quelqu'un, quoi. C'est dur à dire au directeur d'EHPAD. Enfin, je veux dire, oui, on n'est jamais trop sûr. Bon, le système de maintenant ne va pas bien, donc faudra trouver autre chose. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai envie de dire tout de suite. Je pense que M. Guns aura peut-être des choses à redire derrière ce qu'on a déjà dit. Je voudrais en profiter pour lui, parce que je sais que la FHF est sensible à tout ça. Il y a une petite enquête qui a été faite sur la vaccination des personnels d'EHPAD. Je ne voudrais pas le mettre dans l'embarras, mais je pense qu'il faut quand même honnêtement en parler. Il y a une proportion de vaccination plus forte dans notre région qu'ailleurs, mais nous considérons qu'elle n'est quand même pas suffisante. Enfin, je veux dire, on va arriver à ce paradoxe que les résidents seront vaccinés, les aidants et les visiteurs finiront par être vaccinés, et le taux de vaccination le plus faible sera dans le personnel des EHPAD. Donc, je pense que c'est normal de poser cette question. Il n'y a pas de réponse claire, hein, mais je pense que M. Guns peut peut-être essayer de répondre à ça, même si ce n'est pas facile. Voilà. Ok. Avant ça, je voulais faire une remarque par rapport à ce qu'a dit M. De Broca. Je suis assez d'accord avec lui pour dire que se cacher derrière le pénal, c'est un peu facile et que d'autant plus que le pénal, il est quand même très peu souvent utilisé. C'est un peu cette espèce de bâton qu'on peut mettre et qui permet quelquefois de se dédouaner. Mais il faut bien reconnaître, même si dans le cas précis, il y a eu, ce que disait M. Lequeux, des plaintes sur des établissements parce que les gens n'ont pas été assez protégés. Mais globalement, ce n'est pas ce qui est le plus souvent utilisé, il faut bien être honnête sur la démarche. Par contre, évidemment, la vie en collectivité, il y a une perte de liberté, comme toute vie en collectivité. On peut difficilement arriver à garder la liberté de chacun et avoir sur chaque chambre un fonctionnement à la carte en fonction de ce que chacun a décidé. Moi, j'ai perdu des libertés, on ne m'a pas demandé mon avis. On m'a fait perdre des libertés, on ne m'a pas demandé mon avis, je le regrette. Maintenant, je ne suis pas sûr, si on avait demandé aux 60 millions de Français comment on devait mettre en place un confinement, on ait réussi à le faire avant une dizaine d'années. Donc, il y a bien un moment où des décisions sont prises. Moi, je regrette que dans les décisions qui ont été prises, on n'ait pas mesuré l'importance de la valeur d'une année à 87 ans. Moi, si à 35 ans, on me confine un an, ça va me déplaire. Mais bon, voilà, j'aurais été confiné 1 an. Certains en ont profité pour revenir à des choses plus nature, plus ceci, d'autres pas. À 90 ans, quand on me confine 1 an, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile à vivre. Alors effectivement, ça n'a pas été suffisamment mesuré, mais je reviens sur la partie urgence qui s'est mise en place. Sur le CVS, il faut bien être honnête, la majeure partie des établissements ont du mal à constituer un CVS qui fonctionne et qui soit vivant. Alors pourquoi ? Parce qu'une partie des résidents ne sont pas toujours en mesure d'y être acteurs. Nous, on avait essayé dans ma structure, on paye un organisme extérieur qui vient une semaine avant pour dialoguer avec les résidents, pour arriver à avoir du contenu. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas simple. Sur les familles, très honnêtement, on a énormément de mal à leur faire dépasser le stade de leurs résidents et d'avoir quelque chose de construit. C'est quelque chose de compliqué. Donc, je pense que le CVS est une bonne chose puisqu'il offre un droit de parole.
Peut-être qu'il faut le construire différemment, peut-être avec effectivement des gens d'associations qui sont structurés, formés pour y vivre et le faire vivre. Je suis assez d'accord là-dessus, parce que ce n'est pas l'outil, en toute honnêteté, de grande démocratie dans les établissements. Concernant la vaccination, je fais le même constat que vous, mais en vous écoutant, je me disais qu'est-ce que je réponds, parce qu'effectivement, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon, on a vacciné 60-70% sur les EHPAD du personnel. Ce sera peut-être un peu au-dessus de la population générale, mais compte tenu de l'enjeu, on n'est pas très bon. Et je me dis, depuis tout à l'heure, on parle de la liberté de chacun. Et pour finir sur la vaccination, on a choisi. Chacun choisira ce qu'il veut et libre d'eux. Et en respectant cette liberté, j'ai effectivement 40% de mes agents qui ne sont pas vaccinés. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on a porté la parole sur la vaccination, parce qu'il y a un établissement près de chez moi, un cluster Covid, le cluster arrive, 6 décès de résidents, un seul agent contaminé. Ça veut dire que cet agent prend sur sa tête le fait d'avoir contaminé les résidents, et il a sur sa tête les 6 décès des résidents. Et là, en tant que directeur, vous avez du boulot à discuter, à faire comprendre à la personne que lui-même ne sait pas où il a été contaminé et que donc on ne peut pas le considérer comme responsable des 6 décès. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais été choqué par la légitimité des professionnels à contaminer, mais parce que je l'ai vécu et que ça a été difficile. Mais effectivement, on a respecté la liberté de chacun. Chacun a le droit de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Mais en respectant la liberté de chacun, on a effectivement une difficulté, parce qu'à l'inverse, tous mes résidents sont vaccinés et seulement 65% de mon personnel. Je repose ça sur la table en disant d'où la complexité de la limite de je décide ce que je veux comme je veux. Voilà, je n'ai pas répondu clairement à la question de Pierre Lebrun, mais en tout cas, c'est ce que je vis sur cette démarche. Je vous remercie. Ahmed et Ghazi, je vois que vous voulez intervenir. Alors, avec le micro. Oui, merci. Je voulais réagir en partie d'ailleurs sur ce qu'évoquait Serge Gunst à l'instant, sur la question des CVS. Effectivement, ils ont pas bien fonctionné pendant la crise, mais ils fonctionnaient déjà pas bien avant. Donc là, c'est pas... évidemment que la crise amplifie, mais elle peut pas être, comment dire, l'outil d'explication. Les éléments d'explication, ils ont été évoqués à l'instant. Mais ce qui est intéressant dans ce que disait Serge Gun, c'est les outils qui peuvent être mobilisés. Là aussi, si on se met dans une logique, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement et qu'est-ce qu'on peut travailler, la participation, que ce soit dans un CVS comme dans d'autres dispositif, ça ne se décrète pas. Il y a tout un accompagnement, il y a tout un dispositif à mettre en place autour, en termes de posture, en termes de compréhension des mécaniques, en termes de formation des participants, en termes, je le dis comme ça aussi, hein, d'ouverture de la démarche. C'est pas un mystère de dire que certains directeurs souhaitent faire fonctionner le CVS avec beaucoup d'authenticité, et à d'autres endroits, c'est vécu comme une formalité qu'il faut faire, et donc on va l'aborder comme une formalité et on a coché la case. Un autre élément qu'il faut malheureusement mentionner, qui est aussi une réalité des CVS, c'est la difficulté qui est liée à la durée moyenne des séjours dans un établissement. Forcément, ça amène à avoir des turnovers qui sont importants. Donc, il y a des vraies difficultés objectives, et du coup, ça amène à des réflexions sur... En termes de formation, en termes d'outils, en termes d'accompagnement, comment est-ce qu'on peut outiller les CVS pour mieux fonctionner. Là où je voulais réagir aussi, c'est en écho à ce que disait M. De Broca. Évidemment, il ne s'agit pas, et je ne l'ai pas entendu comme ça de sa part, mais il ne s'agit pas de se retrancher ou de se trouver des excuses. Je pense que tout le monde est très à l'aise pour dire que la crise, elle a été gérée, elle n'a pas forcément été gérée de façon satisfaisante, et que vraisemblablement, si demain on est confronté de nouveau à ce genre de situation, on le fera forcément différemment. L'idée, c'est évidemment plutôt d'expliquer quels sont les facteurs qui ont
amener à ça. Avec quand même une vigilance, moi je suis toujours un peu mal à l'aise, évidemment il y a eu de nombreuses situations comme celle-là, il y a aussi eu de nombreuses situations dans des établissements où les familles ont remercié pour l'humanité et l'investissement. Et je voudrais qu'on soit vigilant à ne pas donner une image, comment dire, uniformément extrêmement négative de ce qui s'est passé dans les EHPAD. Il y a eu beaucoup d'inventivité, d'investissement des uns et des autres pour trouver des solutions, encore une fois, pour garder cette part d'humanité et peut-être de ne pas sous-estimer dans la dimension du collectif. Il y a aussi, qu'a rappelé Serge Gunst à l'instant, il y a aussi toute la complexité à faire coexister des points de vue ou des attentes qui sont très différentes. Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Une directrice d'EHPAD qui nous dit sur la question de la fin de vie, on a essayé d'être très, très, très attentif et on est clairement sorti des recommandations. On a laissé des familles venir sur les deux ou trois dernières journées de vie d'une personne parce qu'on a considéré que la personne devait être accompagnée, elle dit. Et l'effet paradoxal de ça, c'est qu'on a eu des familles, des plaintes, pas au sens juridique cette fois du terme, mais des plaintes de familles qui sont venues nous voir en nous disant je ne vois pas pourquoi telle famille a le droit de venir visiter une personne alors que nous, on est exclus de l'établissement en sachant que le résident était pour le coup pas en fin de vie, etc. Donc il y a tous ces effets paradoxaux, ces complexités qui sont liées à la vie en collectivité qu'il faut pouvoir gérer et qui sont aussi des éléments de contrainte et peut-être un autre élément d'ailleurs autour de la question de la concertation. Nous, parmi nos adhérents, on a des structures qui gèrent plusieurs établissements. Et quand vous gérez plusieurs établissements, c'est plus aisé d'avoir une réflexion collective sur comment est-ce qu'on met en œuvre les recommandations, d'échanger entre directeurs pour se partager des bonnes pratiques, etc. On a aussi des associations qui gèrent un établissement, parfois en milieu rural, parfois isolé. Et pour ces mono-établissements, là, c'est parfois un peu plus compliqué. Ils se sentent quand même assez seuls, assez isolés dans ce qu'ils peuvent faire, pas faire, etc. Donc, on en revient à cette question de la communication, à cette question de la concertation, à cette question du partage et de la réflexion collective. Et peut-être dernier élément, là où de réaction, et je rejoindrai totalement Monsieur de Broca, c'est sur l'EHPAD d'hier, ce n'est pas celui d'aujourd'hui et ce n'est pas celui de demain. Et pour le coup, c'est vraiment le bon moment, surtout qu'il y a une loi, peu importe comment on l'appelle, mais qui doit arriver, qui doit aussi être l'occasion de se poser ces questions-là, de comment est-ce qu'on fait des EHPAD, malgré tout ce que vous avez évoqué sur la fin de vie, sur la situation des uns et des autres, mais comment est-ce qu'on en fait des vrais lieux de vie. Je m'arrête avec les citations, mais j'en reprends quand même une dernière issue de l'ouvrage que je vous ai évoqué. Une résidente qui, dans un dialogue avec une autre personne qui est retranscrit, dit moi, je suis en EHPAD, je veux mourir vivante. Et cette notion de je veux mourir vivante, encore une fois, elle illustre ce qui est attendu dans l'établissement pour les résidents qui veulent continuer à se sentir vivants, tout simplement. Merci beaucoup. Moi, en vous entendant, j'ai plusieurs questions, mais qui s'adressent un peu à tout le monde. C'est comment on a informé aussi les familles de ce qui se passait dans les établissements. Et je pense que les témoignages, et on le comprend très bien, hein, le contexte sanitaire, les professionnels étaient aussi débordés par tout ça. Comment on a informé les familles? Et puis je pense que tout le monde et les familles en première ont compris la difficulté des annonces, des premières annonces du confinement et la surprise. Et en fait, ce qui a été globalement dur à gérer, c'est la durée. Et finalement, la situation exceptionnelle du début, elle a duré 1 an et ça devenait plus vraiment exceptionnel. Et c'est la durée qui a fait que ça a été difficile. Et puis peut-être, moi j'ai une question aussi pour Monsieur Gunst. Est-ce que dans les établissements publics dans lesquels il y a un EHPAD qui est rattaché, est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer des coopérations avec les représentants des usagers qui siègent dans les commissions des usagers
pour aider à cette démocratie participative au sein des CVS. Si, bien sûr. Je pense que, d'ailleurs, mais M. Lequeux pourra le confirmer, on a mis en place des réseaux avec des gériatres qui pouvaient aider chaque établissement sur les difficultés qu'ils rencontraient. On a mis des équipes d'hygiène pour aider à la prise en charge. Il faut savoir qu'un cluster, quand un cluster démarrait dans un EHPAD, il fallait regrouper les personnes sur un secteur géographique parce qu'il y a des patients déambulants, il y a des personnes âgées déambulantes, qu'il fallait bousculer le fonctionnement, qu'il fallait structurer l'élimination des déchets contaminés. Enfin, ce n'était pas une mince affaire, hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour les agents qui se sont retrouvés avec, on le disait tout à l'heure, des décès pour lesquels il fallait être très rapide, où nous, on a ouvert la porte également aux familles quand il y avait un décès pour qu'elles soient présentes. Mais derrière ça, c'était sans contact. Mais les soignants ont beaucoup souffert de ça. S'il y a bien une démarche psychologique qui les a beaucoup touchés, c'est des personnes qui sont décédées sans rencontrer. Quand vous êtes soignant et qu'une personne âgée vous dit « je voudrais voir ma fille » et que vous dites « bah oui, c'est tout à l'heure à 14 heures, on a organisé une visite d'exception parce que… Hein, ce n'est pas quelque chose de simple. Quand vous vivez 4 décès sur la journée de gens avec qui vous les voyez tous les jours depuis 2 ans, psychologiquement, il faut l'absorber. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, oui, le lien avec le système hospitalier et les représentants pourrait très bien fonctionner. Mais je pense qu'il faut aller vers des personnes qui connaissent le médico-social. L'approche de la représentation de l'usager n'est pas l'approche de la représentation du médico-social. Et ce serait intéressant, plutôt que des associations rentrent peut-être dans les CVS, je ne sais pas quelle proposition il faut faire, pour qu'il y ait une représentation de gens formés, capables de porter une parole et capables d'être là comme un regard extérieur. Et ça, ce serait très bien. Parce que, et c'était pour ça que j'avais levé la main, il y a quelque chose qui est en filigrane de tout ça, qu'on n'a pas abordé, mais qu'on retrouvait dans vos témoignages discrètement et qui n'est pas le sujet le plus simple. Compte tenu quelquefois de tout ce qu'on entend sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées, c'est quelle est la confiance de la famille dans l'établissement. Ça, c'est quelque chose qui est en filigrane de ce que vous avez passé. Je ne les ai pas vus, je ne savais pas ce qui se passait. C'était moi qui faisais ceci, cela, je ne sais pas si c'est fait. Et il y a quand même ce phénomène de confiance. Et la confiance dans ce qu'il se passe dans les établissements d'accueil pour personnes âgées passe par justement de la communication, de la liberté d'aller et venir dans l'établissement à n'importe quel moment, de façon à ce qu'on puisse voir ce qui s'y passe, et je dirais un échange avec les familles, parce qu'il faut savoir quand même que l'entrée en EHPAD n'est pas quelque chose de positif pour personne. Enfin, mon projet de vie, ce n'est pas d'aller en EHPAD, c'est de vivre chez moi avec mon monde. Et qu'effectivement, on doit communiquer avec les familles pour qu'ils ne nous demandent pas de faire ce que même eux n'arrivent plus à faire. Moi, je dis souvent, quand j'ai des discussions avec une famille, attendez, vous vous rendez compte, vous êtes sa fille, vous lui demandez, il vous dit non. Donc, vous vous imaginez quand moi, j'envoie un professionnel dont il a strictement rien à faire. Donc, c'est compliqué. Et c'est cette confiance aussi qui doit exister. Là, on a, je pense, aussi un travail à faire d'ouverture aux associations de représentants de famille, d'ouverture à l'extérieur pour qu'on comprenne bien ce que nous faisons et comment nous le faisons. Parce que moi, je ne rougis pas du tout de ce qui a été fait. Je suis d'accord avec les conclusions. Ce qui a été fait n'était pas parfait, mais je ne rougis pas du tout de ce que mes agents ont fait comme job. Alors là, pas du tout. Par contre, je suis d'accord, ça ne peut pas se reproduire de la même façon et il faut qu'on en tire des conclusions et des conclusions pour que la vie reste dans l'établissement et que les personnes ne perdent pas une année de vie quand on a 90 ans. Voilà. Monsieur Günz, est-ce que vous pensez que cette méfiance qui s'est peut-être un peu développée par rapport aux EHPAD, comme elle s'est développée par rapport aux hôpitaux, d'ailleurs c'est assez voisin, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur le fait que des familles retardent l'entrée en EHPAD ou renoncent parce que moi je ne vois pas bien quand même. On évoque des chiffres d'à peu près 10% des EHPAD à qui manquent des résidents. Moi je pense que ça va pas rester comme ça. Je veux dire, c'est pas possible. Parce que ça rejoint un peu la petite musique qu'on entend de dire oui, tout le monde doit rester à domicile, à quoi servent les EHPAD. Je pense que cette parole est un peu irresponsable,
mais si c'était vous qui le disiez, je pense que ce serait encore mieux. Je pense que l'EHPAD doit, c'est ce qui était dit tout à l'heure par M. Broca, l'EHPAD de demain, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc l'EHPAD doit se remettre en cause, ça c'est évident, mais comme il doit le faire depuis longtemps et comme il doit continuer à le faire, parce qu'effectivement, tout change autour de nous et il n'y a pas de raison que nous, on ne change pas. Donc on doit se remettre en cause sur certaines choses. Ensuite, prenons un peu de recul. On a eu des campagnes quand même très fortes pour expliquer que l'EHPAD, c'était une catastrophe, que c'était carcéral, que les gens étaient mal pris en soin, que… Alors, ça ne met pas en confiance, pour être honnête. Aujourd'hui, effectivement, les EHPAD ont souvent un certain nombre de places vacantes. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. C'est jusqu'il y a peu, l'entrée en EHPAD, c'était je rentre et je ne sais pas quand est-ce que je revois mon père, mon grand-père. Et donc, ça ne donne pas envie. En toute honnêteté, la quatorzaine qui était appliquée dès l'entrée n'avait pas vocation à rendre ça très sympathique. Quand on sait la difficulté de quitter son domicile pour aller vers un EHPAD et le besoin justement à ce moment-là d'échange avec la famille, de capacité à se ressouder pour accompagner, voilà, c'est un peu décousu. Ensuite, on a eu un bouleversement dans le système hospitalier. Et il faut bien reconnaître qu'un certain nombre d'entrées en EHPAD se font de par l'hôpital parce qu'il s'est passé quelque chose. L'hôpital a géré la crise comme il a pu, de la même façon que les EHPAD, a fait ce qu'il a pu, mais effectivement, le lien du soin de suite avec l'EHPAD, la démarche a été un peu décousue. Je pense qu'elle va se remettre en place et qu'elle va fonctionner. Maintenant, je crois que l'EHPAD, tel qu'on l'a vécu les 10 dernières années, est révolu. Pour plein de raisons. Le monde change et effectivement, autant je disais tout à l'heure, le pénal, on en parle souvent, on n'y va pas souvent. On sent quand même bien qu'on y va plus qu'avant et que voilà, les gens sont très vite à la réaction extrême. Et l'EHPAD doit devenir un lieu résidentiel. On ne peut pas continuer à dire l'EHPAD est un substitut du domicile et appliquer une quantité de règles restrictives. Ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir trouver cet équilibre dans cette vie, dans les établissements. Soit on considérera demain que l'EHPAD est le lieu où les personnes, soit de désorientation psychologique, soit de problèmes physiques sont là parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, et ce sera une lecture des choses. Soit on va sur un EHPAD lieu de vie parce que les gens ne sont pas forcément en sécurité, parce qu'ils sont isolés chez eux, parce qu'être seul pendant 12 heures sur la journée, ça n'a pas de sens, c'est de voir que la femme de ménage et qu'on peut être avec quelqu'un d'autre et partager et vivre. Et auquel cas, il faut un autre établissement avec une autre approche. Le fait, pour moi, en tout cas, c'est l'avis de Serge Gun, c'est même pas l'avis de la FHF, là. Le fait, pour moi, de continuer à faire cohabiter des gens si différents devient quand même très difficile, je le pense, par expérience de directeur. Je ne positionnerai pas la FHF là-dessus. Merci. Alors, moi, j'ai une question parce qu'on a plusieurs fois parlé des plaintes et je m'interroge sur le rôle de la personne de confiance dans sa fonction de médiation entre les familles et les établissements. Aujourd'hui, on fait le constat qu'elle est peu connue. Comment on peut participer à ça? Peut-être que M. Lequeux pourra nous orienter un peu sur le rôle de la personne de confiance et quel rôle elle peut avoir à jouer avec les établissements et les familles. D'abord, je voudrais, j'ai écouté attentivement ce qui vient d'être rappelé par les uns et par les autres et par le docteur de Broca, mais monsieur, ça a été dit, mais voilà. Dans les Hauts-de-France, alors je sais que les collègues dans les autres régions ont essayé d'en faire autant. On a beaucoup échangé avec les représentants des fédérations médico-sociales, la présence de France Asso Santé. Monsieur Lebrun l'évoquait tous les mardis. Et on continue encore aujourd'hui à avoir ces réunions tous les mardis matins pour pouvoir échanger sur la manière dont les choses s'organisent, se font, comment on évolue. Et la dernière décision d'une certaine manière collective que l'on a pris, c'était ce mardi. Alors, c'était
C'était la question des visites, visites en chambre sans rendez-vous, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans les recommandations qui datent du mois de mai, les visites des familles se font toujours théoriquement sur rendez-vous, donc avec un rendez-vous pris auprès de l'établissement. Eh bien, on a décidé collectivement de permettre aux directeurs des établissements, à partir de lundi, parce qu'il leur faut aussi le temps de se retourner, à partir de lundi, de mettre en place ou de permettre en tout cas les visites des familles sans rendez-vous dans les établissements, avec un préalable. Et on en revient, et on fait la boucle avec ce qu'on disait précédemment. Le préalable, c'est une concertation avec l'équipe médicale et notamment le médecin coordonnateur, et puis le CVS et la représentation des familles. Bon, c'est une proposition que l'on fait aux directions. Il va de soi, là encore, que certains directeurs vont le faire, d'autres ne le feront pas, ou en tout cas d'une manière un peu différenciée. Ce sera que le matin ou que l'après-midi, ou ceci ou cela, pour une durée déterminée, plus ou moins longue. Après, chaque chose doit s'organiser et chaque directeur doit organiser les choses aussi en fonction du personnel qu'il a disponible et d'un certain nombre de contraintes qui sont les leurs. Il y a probablement une concertation insuffisante que l'on a fait, effectivement, et l'espace éthique régional n'a probablement, de la part de l'ARS, mais je pense qu'au niveau national, on aurait probablement eu gagné aussi à le faire plus tôt. On n'a pas suffisamment pris appui sur ces réflexions-là dans les recommandations qu'on a portées et qu'on a posées. C'est un constat et je partage l'analyse selon laquelle on doit faire mieux pour les prochaines fois. Il y avait aussi, me semble-t-il, la nécessité on évoque la confiance. Je pense qu'il y a une défiance aujourd'hui en population générale vis-à-vis des EHPAD. D'abord, l'année qui vient de s'écouler, effectivement, en termes d'image, est pour eux quand même pas très positive. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça ne date pas de la crise sanitaire qu'on vient de rencontrer. Il faut aussi se le dire. Quand j'ai pris mes fonctions à la direction de l'offre médico-sociale de l'ARS Hauts-de-France, on était en octobre 2018. Quelques mois auparavant, on venait de passer un certain nombre de reportages à la télé sur la manière dont les résidents pouvaient être accompagnés dans les EHPAD et le scandale que ça pouvait générer. Ça n'aide pas non plus à valoriser ces lieux et la manière… Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on y voyait dans ces reportages n'était pas vrai, mais… parce que dans les établissements où c'était constaté, il y avait effectivement des dysfonctionnements, mais il ne fallait pas non plus généraliser. Et il ne faut toujours pas généraliser de situations qu'on peut observer par-ci ou par-là. Il y a un manque de moyens humains dans les EHPAD, on le sait, et c'est tout l'enjeu, notamment, alors humain, de professionnels médicaux et paramédicaux. Monsieur Guns évoquait les filières gériatriques, les astreintes gériatriques qui ont été mises en place pendant la crise, et ces astreintes-là vont perdurer. Les filières gériatriques vont être renforcées parce qu'on a bien compris aussi l'intérêt pour les établissements de pouvoir s'appuyer sur ces expertises médicales et faire rentrer de manière plus importante cette expertise médicale dans les établissements. Il faut renforcer les professionnels. Ça, c'est très clair. Au jour d'aujourd'hui, on manque de professionnels dans les établissements. Quand vous voyez que la nuit, on a rarement, voire on n'a jamais d'infirmières la nuit dans les EHPAD, compte tenu aujourd'hui de la lourdeur des personnes qui y sont accueillies, de leur niveau de dépendance, de leurs besoins de soins, est-ce que c'est normal ? Je pense pas. Je ne suis pas directeur d'EHPAD et je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, le regard que j'ai aujourd'hui, moi, c'est qu'il y a la nécessité de renforcer cet accompagnement et cette présence. Mais les EHPAD, j'en ai bien conscience aussi, n'en ont pas les moyens. C'est une réalité aussi. Alors, on met en place des dispositifs
qui ont vocation à pallier cette difficulté, mais ça ne la remplacera pas. C'est-à-dire qu'une infirmière d'astreinte n'est pas une infirmière présente, hein. Voilà, c'est quand même deux choses différentes. Donc, une défiance en population générale vis-à-vis des EHPAD, et je pense parfois aussi le manque de confiance ou le regard. On ne considère pas suffisamment l'aidant ou le proche comme une personne compétente dans l'accompagnement de la personne âgée ou de la personne en situation de handicap d'ailleurs, peu importe, de la personne en perte d'autonomie. Du côté des professionnels, très clairement, je pense qu'on a aussi la nécessité de faire changer ce regard, l'accompagnant, l'aidant familial a une compétence à écouter, à entendre, à valoriser, qui aujourd'hui n'est pas toujours prise en compte. Certains le font, d'autres un petit peu moins. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut aussi qu'on soit capable de changer le regard d'une partie d'entre nous sur la manière de considérer le proche dans les compétences et les acquis qu'il a vis-à-vis de la personne accompagnée. Je reviens sur le rôle du CVS. Il faut lui donner un renouveau, ça c'est sûr aussi. On évoquait tout à l'heure les médiateurs. Ça existe. Il y a une liste par département qui définit aujourd'hui les médiateurs auxquels les familles, mais aussi les directeurs ou les directrices des établissements sont susceptibles de recourir en cas de conflit. Ce n'est jamais utilisé. Jamais. Ou qu'à titre très exceptionnel. Comment on arrive? D'abord, il faut des volontaires pour être médiateur et ce n'est pas aussi simple que ça, hein. On n'en trouve pas énormément, mais peut-être que les associations d'usagers pourraient jouer ou accompagner en tout cas ce rôle-là. Il faut les former aussi, parce que M. Guns évoquait la connaissance du secteur médico-social. Il faut connaître, il faut ça. Et donc, il y a probablement aussi une connaissance et des compétences à leur apporter. Mais oui, je pense qu'il faut y avoir beaucoup plus recours qu'on y a recours aujourd'hui. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée initialement, mais je souhaitais revenir un petit peu de manière un peu plus large sur tout ce qui a pu être dit par les uns et par les autres. Oui, merci d'avoir répondu sur les personnes qualifiées. Effectivement, on partage votre point de vue et c'est très peu utilisé, très peu connu, et alors que ça pourrait parfois favoriser le dialogue entre les établissements médico-sociaux et les familles. Monsieur Gunst, vous vouliez réagir? Oui, c'était par rapport à ce que vous évoquiez sur la personne de confiance. La personne de confiance, c'est assez compliqué dans le secteur médico-social parce que quand une personne arrive et qu'elle a 3 enfants et qu'on lui dit quelle est votre personne de confiance, il est quand même extrêmement compliqué de lui en faire choisir un sur les 3. Alors, quand ils s'entendent, c'est compliqué d'en faire choisir un sur les 3, c'est encore plus compliqué quand les enfants ne s'entendent pas. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est difficile. La personne ne souhaite pas choisir. C'est très compliqué pour elle de dire ma fille sera ma personne de confiance, mais pas mon fils. Et nous, on ne peut pas avoir 4 personnes de confiance, parce que c'est quand même compliqué après quand les gens ne sont pas d'accord. Donc, vous évoquez la personne de confiance, c'est bien qu'il y ait un référent, c'est bien qu'il y ait quelqu'un. Il ne faut pas que le référent il soit étouffant, parce que vous savez, dans le domaine de la sécurisation de la personne âgée par la famille, c'est quelquefois beaucoup. C'est-à-dire, en gros, il ne faut plus qu'il lui arrive rien, il faut que tout aille, il faut que tout soit, il faut que tout… Et quelquefois, la famille est dans une forme de castration de la vie de la personne âgée, sous prétexte qu'il ne faudrait pas qu'il lui arrive rien, parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire, quand on dit, bah, écoutez, ils font une sortie, il va sortir, pourtant il n'a plus l'air de marcher beaucoup. Enfin, voilà. Et donc, la personne de confiance, c'est quand même très compliqué sur le secteur médico-social, personne âgée. Et les personnes âgées ont beaucoup de mal à nous donner une réponse. Enfin, voilà, c'est le constat que je fais. Si vous permettez, j'aimerais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, on a évoqué
l'incompréhension parfois sur les recommandations qui étaient faites, qui étaient probablement, et on en a tous conscience aujourd'hui, en tout cas trop strictes. Mais je pense qu'on a aussi manqué clairement de pédagogie. On n'a pas su expliquer, mais ça c'est un vrai problème de la politique publique en général, on n'a pas su expliquer le pourquoi et le comment. Et je vais vous donner un exemple sur lequel on évoquait les réunions qu'il y a tous les mardis avec les acteurs régionaux, mais le ministère de la Santé organisait avec les directeurs de l'offre médico-sociale des ARS des réunions tous les jeudis après-midi pour évoquer les problématiques Covid. Et une fois, je me suis fâché d'une certaine manière avec mes collègues de la Direction générale de la cohésion sociale parce qu'on en était, c'était les recommandations du mois de mars, la vaccination était bien avancée et puis on continuait à imposer un certain nombre de restrictions. Alors sur les visites en chambre qui ne pouvaient toujours pas avoir lieu, sur la manière de passer les repas, parce que les recommandations, ça va jusqu'à la manière quasiment de disposer les groupes et les tables pour les repas du midi. Hein. Enfin, on en était quand même arrivé limite à se demander si on n'allait pas organiser la manière dont il fallait faire en sorte que les personnes puissent prendre leur douche, aller aux toilettes, etc. Enfin, voilà. Je pense qu'on est allé trop loin probablement aussi et on n'a pas laissé suffisamment de place à l'autogestion dans les établissements. Pour autant, je me suis fâché parce qu'on imposait ces recommandations et dans le même temps, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait à la télé des spots qui faisaient la promotion de la vaccination, où on voyait la personne âgée qui se faisait vacciner et qui, dans son rêve, une fois vaccinée, se disait « ça y est, je vais pouvoir revoir mes petits-enfants ». Et on voyait les petits-enfants arriver en courant, sans masque, sans rien, tout le monde sans masque, et on disait « faites-vous vacciner ». Qu'est-ce que retiennent les gens quand ils voient ça? Ils retiennent qu'une fois qu'on est vacciné, on retrouve une vie comme avant. Et dans le même temps, on envoie des recommandations dans les EHPAD où on dit on continue, il n'y a pas de visite en chambre, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ça devient illisible et incompréhensible. Et de fait, je pense qu'on n'a pas su et on n'est pas suffisamment pédagogique, on ne sait pas expliquer les choses. Sous prétexte de communication grand public, eh ben derrière, on produit de la recommandation et probablement qu'on va trop dans le détail, qui ne sont pas compréhensibles par chacun d'entre nous. Et a fortiori, quand vous êtes une famille qui a été privée de la vue, du toucher, d'une parole libre avec son proche. Voilà. Et je pense que là-dessus, il y a une très grande leçon à tirer aussi, c'est comment on explique, parce que même pour nous, hein, parfois on recevait la recommandation, on ne la comprenait pas. Et donc il fallait qu'on pose des questions, mais pourquoi on fait comme ça? Parce que ça ne nous paraissait pas logique. Et une fois qu'on nous l'explique, on comprend mieux. Mais alors si nous, on ne comprenait pas qu'il fallait l'expliquer aux directeurs, qui eux-mêmes devaient l'expliquer à leurs professionnels, aux résidents et aux familles, on ne s'en sort plus. Et donc, c'est bien la preuve qu'on est allé trop loin et on a voulu tout régenter, ce qu'il est, et c'est le propre de la France. Hein, ce terme-là est caricatural, mais on a voulu aller probablement beaucoup trop loin et on n'a pas laissé suffisamment de place, ce que j'appelle moi, à l'autogestion, l'autorégulation des acteurs de terrain. C'est probablement plus facile pour eux que pour nous dans ces moments-là, même si pour eux, ça génère, bien entendu, des questionnements éthiques. Hein. Pourquoi faire plus ça que ça à partir du moment où vous avez deux discours différents qui reviennent à vous? Mais je pense aussi qu'il y a probablement des compétences et des formations à avoir dans cette dynamique et dans ce domaine-là qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui en France, dans nos professions de manière générale. Merci beaucoup. On partage vos constats sur l'information et sur une information compréhensible par tous et toutes. Donc, on espère et on sera vigilant. Enfin, en tout cas, à France Asso Santé, on essaye d'être vigilant à cette question-là de l'information aux usagers et aux familles. Le temps avançant, je pense que chacun a peut-être un petit mot de conclusion à faire. Je laisse peut-être la parole à Alain de Broca. Oui, merci. Je ne sais pas s'il y a une conclusion parce que je voudrais que ce soit justement une introduction. J'ai entendu plein de propos de pistes hein, avec vous tous, M. Goens, M.
l'Asie, etc. Donc, on a beaucoup de choses à faire demain et après-demain pour se sortir de cette difficulté qu'on a vécue, pour redonner confiance vis-à-vis du système, mais aussi aux politiques. On a vu la désaffection aux votations dernières. Donc là, on sent que le public lui-même n'a plus confiance en plus personne. Donc là, il y a un vrai sujet de démocratie sanitaire ou en santé. Donc l'ERR il est vraiment là pour vous aider. Alors d'une part, très très modestement, puisqu'on n'est pas nombreux, mais peut-être qu'on apporte une voix différente. D'une part, quand même, aussi dans les médico-sociales, on a aussi, entre guillemets, une obligation indirecte de mettre en place des instances éthiques au sein de toutes ces institutions, et que peut-être ce serait un tiers médiateur différent. Maintenant, avec l'ERR et plein d'entre vous, on voudrait travailler la question du CVS et du CDU, etc. Comment, avec tout ce que vous avez déjà dit comme belle idée, et très, très modestement, mais avec vous, on aimerait bien continuer à travailler sur ces sujets parce qu'on sait qu'il y a des forces vives avec plein d'idées, plein d'initiatives qui pourraient faire émerger des belles propositions pour les Hauts-de-France, mais aussi pour la nation. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Et puis sur la personne de confiance, notamment pour revenir là-dessus, c'est que c'est la personne qui dit ce que je ne peux plus dire quand je ne peux plus le dire. Donc il n'y a pas de choix de façon absolument formelle. Et c'est là où l'EHPAD n'est pas désinséré du système ordinaire, c'est le médecin traitant, c'est l'hôpital qui doivent préparer en amont qui peut être cette personne de confiance. Donc c'est à l'EHPAD, effectivement, quand on arrive et qu'on ne sait plus qui choisir, quand une personne est en plus un peu désorientée, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, c'est aussi un sujet, c'est-à-dire que l'EHPAD, il n'est pas désinséré du monde social, c'est un parmi tant d'autres, et donc il faut travailler avec les médecins traitants qui viennent dans les EHPAD et qui pourraient travailler ça en amont ou autrement. Donc voilà, il y a plein d'idées qui peuvent survenir et surgir du fait que la personne de confiance, ce n'est pas une hiérarchie non plus, puisqu'à la limite, on pourrait dire que tout le monde est personne de confiance dès lors que moi, vieux, personne âgée, je dis à tous mes enfants la même chose que je vous ai demandé de dire dès lors que je ne peux plus le dire. Il ne faut pas non plus aussi faire une partition, une lecture trop stricte du texte de loi, sinon on ne lui fait pas dire ce qu'elle veut dire. Et la personne de confiance, normalement, c'est celle qui finalement dit ce qui est marqué dans des directives anticipées. Et là encore, je reprends le lien avec les médecins traitants, l'hôpital, bien en amont, parce qu'effectivement, ce n'est pas quand on est très mal qu'on peut faire tout ça. Donc, l'EHPAD, il ne faut pas que ce soit un réceptacle terminal, c'est au contraire un lieu où effectivement la vie pourra se dire, parce qu'ensemble, on est à peu près d'accord. Et je pense que là aussi, je reprends finalement, il y aura deux types d'EHPAD et je crois qu'il ne faudra plus les appeler comme ça. Il y a les personnes extrêmement GIR 1, GIR 2, extrêmement dans la santé, c'est presque du SLD, même si on ne veut plus les faire, c'est de la santé, il faudra une infirmière en présence le soir, il faut une activité, il faut que les gens soient formés aux soins palliatifs, aux douleurs, etc. Et puis, il y a les lieux de vie résidentiels où, effectivement, on veut vivre à plusieurs, mais il va falloir retravailler ces distinctions que vous avez déjà très bien dites, M. Buens, en tout cas que moi j'entends bien, à nous de travailler sur les deux volets. Je dirais en tant que plutôt RR, on a plutôt le volet où les gens sont très, je dirais, perturbés, que ce soit cognitivement ou autre, mais je pense qu'il va falloir trouver peut-être d'autres libellés pour signifier ça. En tout cas, merci, et puis on est là pour travailler avec vous, vous l'avez compris, donc n'hésitons pas. Merci, merci. Est-ce que Ahmed Egazi a quelque chose à ajouter? Tout a été dit. Donc, je ne vais pas revenir sur le fond, simplement vous remercier à nouveau d'avoir organisé ce temps-là, parce que le risque, encore une fois, dans une situation comme celle-là, c'est que les familles disent les établissements, ils ne font pas bien, et puis que les établissements, ils disent on n'a pas les moyens, c'est les pouvoirs publics qui ne font pas bien, et que on est... qu'on vive les choses en contre on voit bien que ce matin, le partage des points de vue permet encore une fois, de se rejoindre sur un certain nombre de constats et le caractère inédit de tout ça, et c'est peut-être ce que voulait dire Monsieur Lequeux aussi, nous force à construire tout ça ensemble. Encore une fois, c'est ni de la naïveté, ni de l'angélisme de le dire comme ça, mais on est dans un moment où il y a un vrai enjeu sur cette question des liens, sur cette question d'une co-construction beaucoup plus forte et d'une meilleure compréhension de ce que sont les enjeux, les contraintes de chacun pour
construire ces articulations. Donc, merci simplement d'avoir organisé ce temps ce matin qui a permis ce dialogue et cette mise en lumière des différents points de vue. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté. Monsieur Gunst? Oui, pareil, je vais vous remercier de cet échange parce qu'il est très constructif. Alors, je ne vous cache pas qu'au départ, je me disais, oh là là, on va encore taper sur les EHPAD, ça va être compliqué, mais ce n'est pas ce qu'on a fait et je vous en remercie beaucoup. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de travail à faire et beaucoup d'échanges à avoir pour prendre les avis de chacun et prendre la position de chacun et s'entendre. Ce qu'on est capable de faire, on vient de le prouver. Après, je redirais, moi, je ne rougis pas du tout de ce que j'ai fait pendant cette période. Je suis fier de ce qu'ont fait les agents de la fonction publique pour la prise en charge. Je ne referai pas la même chose et vous avez tout à fait raison, il y a des conclusions à en tirer. Parce que ce qu'on a fait, on l'a fait avec le cœur, avec les sentiments, avec la force qu'on avait pour accompagner. Malheureusement, la situation était assez exceptionnelle et aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas refaire la même chose. Mais ça ne gâche pas la qualité de ce qui a été fait, même si ce n'était pas forcément la bonne réponse. Un grand merci. Et du coup, je laisse le mot de la fin à Pierre-Marie Lebrun. Oui, ben écoutez, moi je vais aussi maintenant vous dire merci à vous tous qui nous avez aidés là aujourd'hui à monter ce webinaire. Remercier tous ceux qui ont suivi. Moi, je retiens quand même ce qui a été dit donc, par M. Gunz et M. De Broca sur l'idée qu'un EHPAD, dans sa forme future, ça doit quand même plus tenir compte des gens qui y sont accueillis et de leur qualité. C'est impossible. Alors après, il y aura un débat de savoir si on peut, dans le même établissement physique, jouer tous ces rôles. Peut-être avec des formes d'architecture nouvelles, peut-être. Mais je ne veux pas du tout rentrer dans ce débat, mais sûrement déjà reconnaître qu'on ne doit pas faire tout à fait la même chose selon les publics accueillis, c'est déjà très, très important parce que ça veut dire que la réflexion peut démarrer et puis la médicalisation, elle peut aussi s'orienter peut-être sur certains publics et pas sur d'autres. C'est-à-dire qu'il faudrait surtout pas que les EHPAD, ça devienne des établissements de santé, quoi. Et ça va nécessiter un peu de regarder les choses de près. Mais je m'aperçois que les gens qui s'en occupent sont prêts à le faire. Donc, c'est tout à fait intéressant. Donc, merci encore à tout le monde et à tous ceux qui ont suivi notre webinaire. Voilà. Et à M. Lequeux aussi qui a pris de son temps précieux de l'ARS pour être avec nous. Voilà. Merci à tout le monde, à tous les participants, à tous les intervenants. Si vous voulez retrouver notre rapport complet, vous pouvez, il est téléchargeable sur le site de France Asso Santé Hauts-de-France. Donc voilà, vous aurez tous les détails de l'enquête que Clément vous a présentée tout à l'heure. Et puis, il y aura aussi un replay que vous pourrez diffuser autour de vous pour les personnes qui n'ont pas suivi. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir accordé ce temps pour ce webinaire. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.